Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. La déferlante de la location meublée de tourisme dans les grandes villes depuis une quinzaine d'années a conduit à profondément modifier les usages au sein des immeubles d'habitation. Au quotidien, des nuisances pour le voisinage sont dénoncées, de même qu'une diminution sensible de l'offre locative privée et un surenchérissement du coût des logements. Réagissant à une situation jugée désormais difficile, le législateur est intervenu et a durci la réglementation. La location saisonnière face à l'administration, c'est tout de suite avec Gwenaëlle Le Fouler, qui est avocat associé du cabinet Le Temps à Paris. Gwenaëlle Le Fouler, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Quand on est juriste, eh bien, la première chose qu'on fait pour réfléchir, c'est de poser les choses et de regarder du côté des définitions. Ça peut paraître ennuyeux, mais en fait, c'est extrêmement utile et c'est même essentiel. On va donc commencer cet entretien aujourd'hui avec le meublé de tourisme de type Airbnb. C'est quoi en droit un meublé de tourisme type Airbnb ? Un meublé de tourisme, c'est un appartement, une villa, une maison meublée à l'usage exclusif de ses locataires, qui est offert à la location à une clientèle de passage, qui n'y élit pas domicile et qui effectue un séjour qui est caractérisé par sa durée, c'est-à-dire à la journée, à la semaine ou au mois. Alors, on ne va pas reprendre chaque segment de la définition parce que c'est aussi ça que font les juristes d'habitude. Et on va juste s'arrêter sur un mot, celui d'usage, parce que ce mot-là, il est très important. Oui, c'est un mot extrêmement important qui n'est pas forcément bien compris, oui. Parce que l'usage ressort de textes comme le Code de la construction et de l'habitation. Ça peut être confondu avec la destination qui figure dans le Code de l'urbanisme et également au regard de ce qui peut être écrit dans le règlement de copropriété. Juridiquement parlant, comment est-ce que cette location meublée de tourisme est régie ? Et je pense que vous allez nous parler du Code de la construction et de l'habitation pour commencer. Absolument. On a le Code de la construction et de l'habitation qui réglemente pour les grandes villes le changement d'usage qui peut être fait des locaux. Il y a un usage habitation et un usage autre. Et passer de l'un à l'autre n'est pas toujours évident parce qu'il faut demander une autorisation spécifique au maire de la commune. Est-ce que c'est facile de faire ce changement ? De faire le changement d'usage, ça dépend de l'endroit dont on parle. C'est-à-dire que si on se trouve dans un quartier de bureaux à Paris, par exemple, dans le 8e arrondissement et qu'on veut y faire de l'habitation, ce sera extrêmement facile. En revanche, si on se trouve dans le Marais parisien encore et qu'on veut transformer un appartement de logement en meublé de tourisme, ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, certaines mairies ont aussi institué une obligation de compensation, parce que ça, c'est un outil assez redoutable pour elles, au fond, pour gérer la location de tourisme. Oui, absolument. Ça permet d'éviter qu'il y ait un solde net qui soit déficitaire en termes de logement. On sait qu'il y a des difficultés pour se loger dans certains quartiers. Et la grosse contrainte, par exemple, dans les quartiers les plus sensibles à Paris, et je peux reparler du Marais à ce moment-là, c'est de faire une compensation de 3 fois la surface concernée. C'est énorme et en réalité, en pratique, c'est impossible à faire. En matière de meublé de tourisme, il y a eu plusieurs textes. Il y a d'abord eu la loi Allure en 2014. Il y a eu ensuite la loi Elan en 2018. Comment est-ce que tout ça s'est articulé ? Il y a quand même un mouvement en ce moment qu'on comprend sur cette location de tourisme de type Airbnb. Les mairies n'en veulent plus. Et donc, où est-ce qu'on va ? Eh bien, alors c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité parce qu'on a les Jeux Olympiques qui se profilent. On voit même... Et les prix s'envolent. Les prix s'envolent. On voit des intermédiaires qui cherchent partout à tout prix trouver des logements de qualité pour proposer aux touristes. Et effectivement, la mairie de Paris en particulier ne souhaite pas voir ce développement. Pourquoi ? Parce que ça crée des nuisances. Ça crée des nuisances pour les autres habitants de l'immeuble. Et surtout, ça prive le marché de logement d'un certain nombre de débouchés. Les logements se font de plus en plus rares en cœur de ville et c'est vraiment problématique. Il y a aussi les habitants, puisqu'on le sait qu'en copropriété, en général, quand quelqu'un fait du Airbnb, il n'est pas toujours très aimé au sein de la copropriété. Comment est-ce qu'on gère ça ? Alors, la réglementation est assez stricte, et même très, très stricte, puisque on peut mettre son logement en location meublée. Il n'y a pas de limite lorsque c'est sa résidence principale. En revanche, c'est limité à seulement 120 jours par an, c'est-à-dire 4 mois, si on est sur un autre logement que sa résidence principale.
Donc il y a une limite en termes de temps. Et puis il y a des limites qui sont posées en termes de déclaration. Il faut s'enregistrer. Il y a des mentions obligatoires à faire figurer sur les petites annonces. Et il y a des contrôles qui sont assez stricts, voire même des dénonciations qui sont faites auprès des services qui font les contrôles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais alors, je reviens à ma copropriété. Il ne faut pas oublier le règlement de copropriété. Mais là, souvent, en fait, il est assez mal rédigé, il n'est pas clair. Oui, alors il y a dans les règlements de copropriété, il y a ce qu'on appelle la clause bourgeoise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une clause dans laquelle on impose dans l'immeuble une occupation bourgeoise, c'est-à-dire que ce soit la résidence principale de ses occupants. Et il est vrai que ce type de meublé de tourisme, en réalité, ça relève d'une activité commerciale. Donc ce n'est pas une activité d'occupation bourgeoise et par conséquent, c'est incompatible avec un tel règlement de copropriété. Alors, j'ai bien compris que finalement, la réglementation est assez mouvante et elle évolue. Est-ce que la jurisprudence, elle est claire? Est-ce qu'elle est fixe? Est-ce qu'elle est assez détaillée sur la location meublée touristique? Alors la jurisprudence continue à se faire aujourd'hui. Oui. Elle est pas encore totalement stabilisée, mais elle apporte quand même beaucoup d'informations. Il y a aussi beaucoup de cas par cas, car dans certaines circonstances exceptionnelles, pour des mobilités professionnelles, en cas de maladie, il peut y avoir des exceptions, des tolérances qui peuvent être admises. La question que j'aimerais poser aussi, c'est celle de savoir comment, si on veut exercer une activité commerciale d'hébergement de tourisme dans une ville, comment est-ce qu'on fait pour mener à bien son projet? Alors tout d'abord, il faut regarder le règlement de copropriété, on vient d'en parler. Est-ce qu'il permet ou non une activité commerciale, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une activité commerciale. Oui. Il faut regarder le plan local d'urbanisme également. Est-ce que cela permet une activité commerciale de ce type, finalement hôtellerie, dans les lieux? Et il faut demander à savoir quelle est la vocation, l'usage du local en question, car si c'est déjà un usage commercial qui est acté à l'urbanisme, il n'y aura pas besoin de faire ce changement d'usage. En revanche, si c'est une occupation qui est notoirement d'habitation, pour passer en commerce, il faut cette autorisation spécifique demandée au titre du Code de la construction et de l'habitation au maire de la commune d'implantation. Est-ce qu'il y a dernièrement chez vos clients un cas qui vous a marqué ? Quelque chose qui puisse permettre à nos auditeurs de se dire « Ah oui, là, effectivement, les choses ont été bien faites. Ah oui, là, effectivement, c'était mal enclenché et ça s'est mal terminé. » Je n'ai pas d'exemple précis sur ce point. J'ai en revanche effectivement un dossier qui se passe dans le Marais, oui. Qui est extrêmement compliqué. La copropriété étant très réticente à l'activité et la compensation soi-disant nécessaire, impossible à obtenir. Cependant, il semblerait qu'on soit sur une activité déjà commerciale précédemment, mais la démonstration est un petit peu compliquée. Donc pour le moment, c'est en cours. Oui, et ce que vous venez de dire, parce que j'ai l'impression que vous aimez beaucoup le Marais en ce moment, c'est qu'à Paris, la preuve de la commercialité n'est absolument pas facile parfois dans certains cas. La preuve n'est pas facile, mais on a des outils. Oui. On a une base de données qui s'appelle Vidoc, qui est accessible par les notaires très facilement, qui permet de retrouver les déclarations qui ont été faites au 1er janvier 1970, parce que c'est la date qui a été décidée par le législateur pour arrêter l'usage qui existait précédemment. Donc, en 1970, il y a eu des déclarations qui ont été faites par les propriétaires pour dire ceci est du logement, ceci est de l'activité. Et pour les immeubles postérieurs, il faut regarder quel était l'usage déterminé au moment de l'obtention du permis de construire. On n'a pas parlé des sanctions, alors elles sont extrêmement nombreuses, il y a un tableau qui sera affiché sur le site, mais l'état d'esprit sur les sanctions, c'est quoi ? L'état d'esprit, c'est on sanctionne tout le monde. Oui. On sanctionne le locataire éventuellement qui serait venu de façon un petit peu illégale. On sanctionne surtout le propriétaire, le locataire qui ferait de la sous-location. Oui. On sanctionne l'intermédiaire également, qui permet de mettre en relation finalement le loueur et le propriétaire. Mais alors justement, l'intermédiaire, il est réellement sanctionné ? Oui, il est réellement sanctionné. Oui. D'ailleurs, si on va sur ces plateformes de mise en relation des locataires et des propriétaires, on voit que les obligations légales sont plutôt bien respectées.
Il y a les numéros de déclaration qui sont indiqués sur les petites annonces. C'est une obligation et elles y figurent bien. Il y a des précautions qui sont prises vis-à-vis du propriétaire, des attestations. Quand vous voulez mettre en ligne une petite annonce, il faut faire des attestations sur l'honneur. Ils y ont tout intérêt parce que les pouvoirs publics ont la possibilité de les interroger meublé par meublé pour savoir à qui ça a été loué et combien de temps. Donc oui, c'est très sérieusement suivi. Merci Gwenaëlle. Merci.